Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. Hervé Choseville à l'antenne pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui de vous retrouver pour cette première émission de l'année 2023 et j'en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux. Chaque premier jour de l'année, et j'aurais aimé que cette émission soit diffusée un 1er janvier, mais enfin, il n'est pas trop tard pour bien faire. Chaque premier jour de l'année, donc, j'ai une pensée particulière pour Haïti. Ce morceau d'île qui fut jadis français et qui occupe une place de choix dans le monde francophone, en particulier dans le domaine de la littérature. Pourquoi le 1er janvier? Parce que c'est le 1er janvier 1804 qu'Haïti proclama son indépendance, arraché de haute lutte à la France de Bonaparte. Haïti devenait ainsi la première colonie française à rompre avec la métropole et la première république noire, bien avant les pays d'Afrique subsaharienne. En Amérique, Haïti devenait le second pays indépendant, après les États-Unis, formé, comme chacun sait, de 13 anciennes colonies anglaises qui s'étaient rebellées contre Londres. L'an passé, à la même époque, j'avais également fait une émission consacrée à Haïti et j'avais expliqué que la violence politique avait marqué le début de l'année 2022, comme elle l'avait déjà fait durant toute l'année 2021, année durant laquelle le président Jovenel Moïse avait été assassiné par un commando de mercenaires, majoritairement colombiens, dans la nuit du 6 au 7 juillet. Cet assassinat n'a toujours pas été totalement élucidé, même si l'on soupçonne le rôle des cartels colombiens, bien sûr, et du narcotrafic. En ce début d'année 2023, nous ne pouvons malheureusement faire que le constat que Haïti a traversé une année 2022 particulièrement dramatique. Comme l'a souligné RFI, Radio France Internationale, avec des kidnappings, des viols collectifs et des massacres, les gangs armés ont instauré un climat de terreur. Ils ont paralysé la libre circulation des personnes et des biens et rendu encore plus difficile l'accès aux services de base. Les écoles sont restées fermées, les hôpitaux peinent à soigner les malades, des entreprises ont fait faillite et la faim touche près de la moitié de la population, sans oublier le choléra qui a fait son retour. Bref, Haïti, qui n'est pas un pays en guerre, qui n'est pas un pays qui sort de la guerre, est dans une situation comparable et peut-être même pire qu'un pays d'Afrique en guerre ou sortant de la guerre. Sur une population estimée à 11 millions d'habitants, 70% vivent sous le seuil de pauvreté et 24% sous le seuil de pauvreté extrême. Le déséquilibre entre les riches et les pauvres est frappant. Les personnes fortunées d'Haïti ne représentent que 20% de la population, mais elles possèdent à elles seules 63% de la richesse du pays, ce qui ne laisse que 9% des richesses aux plus démunis. L'indice de développement humain est de 0,535 en 2021 et la part du budget de l'État consacrée à la santé est passée de 16,6% en 2004 à 4,3% en 2018. Dans son rapport de mars 2019, la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti constatait que les conditions de vie de la population haïtienne se détériorent de plus en plus. Pour l'ensemble du pays, 5,5% et 27% des personnes se trouvent respectivement dans des situations d'urgence et de crise alimentaire.
2,26 millions de personnes sont classées comme étant en situation d'insécurité alimentaire et ont besoin d'une aide humanitaire à cet égard. Le taux de chômage varie de 50 à 70% et sa réduction demeure un défi à relever pour les autorités haïtiennes. Le taux d'alphabétisation est évalué à 62%. L'agriculture emploie l'essentiel de la main-d'œuvre avec plus des 2/3 de la population en âge de travailler. Les exploitations agricoles sont avant tout des fermes de subsistance de dimensions très restreintes. Le café, le cacao, le sisal, le coton, les mangues comptent parmi les produits destinés à l'exportation, exportations qui ont drastiquement chuté ces dernières années. L'explosion démographique et le manque de compétitivité par rapport aux produits importés ont affaibli considérablement ce secteur dont la production se trouve de plus en plus destinée au marché intérieur avec des produits tels que le maïs, le riz et les fruits. Et une partie des forces vives de la population haïtienne est bien sûr tentée par l'émigration, non pas vers l'Europe, mais vers le pays voisin, tout simplement, la République dominicaine, qui a érigé une barrière le long de la frontière et qui tente de freiner cette immigration en République dominicaine. Et les Haïtiens qui travaillent dans les grandes plantations de l'autre côté de la frontière le font dans la clandestinité, je dirais, en statut illégal, et sont donc soumis, sont corvéables à merci et sont très peu payés par rapport aux citoyens dominicains. Alors le pays est censé être dirigé par un gouvernement dont le chef Ariel Henry avait été désigné Premier ministre par le président Jovenel Moïse 2 jours seulement avant son assassinat en juillet 2021. Depuis cet assassinat, Haïti n'a plus de président. Le 9 janvier, le mandat des 10 derniers sénateurs encore en poste en Haïti touchera à sa fin. Au niveau national comme au niveau départemental et local, le pays n'aura alors plus aucun élu. C'est peu dire que le Premier ministre et son gouvernement ne disposent d'aucune légitimité démocratique. Comme au début de l'année dernière, Ariel Henry, le Premier ministre, a promis en ce 1er janvier 2023 l'organisation d'élections. Mais le Premier ministre en convient, ces scrutins ne seront pas possibles sans amélioration notable de la situation sécuritaire. En Haïti, les forces politiques ont toujours autant de mal à s'entendre. Mais toutes affichent au moins la même priorité en ce début d'année 2023, à savoir la lutte contre l'insécurité qui est le fléau numéro 1 dans ce pays. Jean-Marie Théodat, maître de conférence en géographie à l'université Paris 1 Panthéon, estime évident qu'avec plus de 200 gangs armés opérant en Haïti et plus de 600 000 armes de guerre en circulation, nous n'allons pas pouvoir nous en sortir tout seuls. Fin de citation. Pour faire face aux gangs lourdement armés, les agents de la police nationale d'Haïti manquent de formation spécifique et d'équipements adéquats. 51 policiers ont été tués par balle en 2022. La violence en Haïti n'est malheureusement pas une nouveauté, puisqu'elle fut une constante de toute l'histoire du pays, depuis la période coloniale et l'esclavagisme et la guerre pour l'indépendance. Les 219 années d'indépendance ont ensuite été marquées par la violence, guerre civile, coup d'État, dictature, occupation états-unienne de 1914 à 1934 et résistance à cette dernière, dynastie dictatoriale et prédatrice des Duvalier, suivie par l'instabilité politique, les coups d'État à répétition, les élections aux résultats contestés, la corruption et la terreur des gangs armés qui font la loi dans un pays où l'autorité de l'État ne parvient pas à s'imposer. Ce dimanche 1er janvier, à l'occasion de la fête de l'indépendance d'Haïti, le Premier ministre a demandé à la communauté internationale d'envoyer des formateurs et de l'équipement pour permettre à la police haïtienne de lutter plus efficacement
contre les gangs armés. Et il a précisé qu'Haïti ne voulait pas d'une intervention militaire. Dans son discours au Champ de Mars, entouré d'un lourd dispositif sécuritaire pour permettre à la cérémonie officielle de s'y tenir, Ariel Henry a en revanche sollicité ses compatriotes pour jouer le rôle d'informateur. Je le cite, « Je demande à la population, accompagnez la police, désolidarisez-vous des criminels », a lancé le chef du gouvernement provisoire. Or, ce sont des personnalités politiques de premier plan, y compris d'anciens membres du gouvernement d'Ariel Henry, qui sont liés aux gangs armés. Le président du Sénat lui-même est visé par des sanctions américaines pour trafic de drogue. Après une résolution en ce sens adoptée au Conseil de sécurité des Nations Unies le 21 octobre 2022, Washington et Ottawa ont imposé des sanctions contre 13 ressortissants haïtiens. Parmi eux figuraient l'ex-président Michel Martelly, 2 anciens premiers ministres, d'actuels et anciens parlementaires, ainsi que d'éminentes personnalités du monde des affaires et un ancien directeur des douanes. Le Canada et les États-Unis les accusent non seulement de financer les gangs armés, mais aussi le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et d'être donc impliqués dans des scandales de corruption. Comment expliquer que le plus ancien pays indépendant des Amériques, après les États-Unis, soit aussi le plus sous-développé, le plus pauvre et le plus dangereux? Qu'est-ce qui peut être fait pour stopper la descente aux enfers de ce malheureux pays? Pour répondre à ces questions, il convient d'abord de revenir un petit peu sur l'histoire tragique de cette nation insulaire. Comme je l'ai dit, Haïti est la plus ancienne république noire. Découverte par Christophe Colomb, découverte entre guillemets bien sûr, en 1492, et nommée Hispaniola par le célèbre navigateur, l'île fut longtemps espagnole dans sa totalité. Les Amérindiens disparurent complètement après avoir été réduits en esclavage, contaminés et massacrés par les Espagnols, qui étaient intéressés surtout par l'or que recelait la partie orientale d'Hispaniola. Sa partie occidentale, dépourvue de minerais précieux, négligée par le colonisateur hispanique, devint un repère de boucaniers français. Française depuis le XVIIe siècle, la colonie de Saint-Domingue, établie sur le tiers ouest d'Hispaniola, devint au XVIIIe siècle le joyau des possessions françaises d'outre-mer. Vers 1790, elle était aussi la plus riche d'Amérique en étant le premier exportateur de sucre au monde. Cette production sucrière était basée sur l'exploitation d'une main-d'œuvre servile, constituée d'esclaves, dont les conditions de vie étaient épouvantables. De ce fait, leur espérance de vie était fort limitée et il fallait les remplacer régulièrement. Jusqu'à 50 000 nouveaux esclaves étaient débarqués certaines années à Saint-Domingue, en provenance de l'Afrique. Il y en avait environ 400 000 sur l'île, soit 10 fois plus que de colons français. En 1791, inspirés par les principes et les idéaux de la Révolution française, les esclaves finirent par se révolter, sous la direction de Toussaint Louverture. En 1793, les commissaires envoyés par la République décidèrent d'abolir l'esclavage à Saint-Domingue. Cette décision fut ensuite avalisée par la Convention et étendue à toutes les colonies françaises. Toussaint Louverture, nommé gouverneur de Saint-Domingue, rétablit la paix. En 1801, il promulgua une constitution que je qualifierais d'autonomiste. Ces réformes effrayèrent alors le lobby créole et qui parvint à convaincre le gouvernement de Bonaparte, et Bonaparte lui-même certainement, alors premier consul, d'envoyer en Haïti son beau-frère, le général Charles Leclerc, époux de sa sœur Pauline, à la tête de 30 000 soldats. Imaginez ce que représentent 30 000 soldats pour l'époque, transportés
par des bateaux, des navires à voile. 30 000 soldats, ça équivaut à peu près à la force du comte de Devaux en 1769 lors de l'invasion de la Corse. Mais la Corse est, comme chacun sait, un peu plus proche de la France que ne l'est Haïti. L'expédition débarqua à Saint-Domingue le 20 janvier 1802. Toussaint Louverture fut démis de ses fonctions, arrêté en mai et déporté avec ses partisans en métropole. Le 25 août 1802, il fut interné au fort de Joux, très haut dans la montagne, dans le Doubs. Il y mourut d'une pneumonie le 7 avril 1803. Il avait été détenu dans des conditions épouvantables, très peu vêtu, dans un cachot humide. Et là, je vais aborder très brièvement un aspect corse de cette affaire, puisque les compagnons de Toussaint Louverture furent envoyés à Ajaccio. En Corse, ils ont subi une détention très dure pendant de longues années, tout en étant soumis au travail forcé, tel que la construction de routes. Sait-on par exemple que ce sont eux qui ont commencé à construire la route Ajaccio-Bastia, le principal axe de l'île. Donc, vous voyez, chers amis auditeurs, les Haïtiens, bien malgré eux, ont joué un rôle en Corse. La plupart des survivants de ces malheureux furent ensuite intégrés à l'armée impériale et on les a retrouvés un peu partout, y compris lors de la retraite de Russie. L'arrestation et la mort de Toussaint Louverture ne découragèrent point les combattants de Saint-Domingue. La guerre fut particulièrement horrible, avec des massacres épouvantables commis de part et d'autre. Leclerc, le beau-frère de Bonaparte, succomba aux fièvres en 1802. Lors de la bataille de Vertières, retenez bien ce nom, Vertières, on l'a complètement oublié en France. Le 18 novembre 1803, les troupes françaises commandées par le général Donatien Marie-Joseph de Rochambeau, fils du vainqueur de Yorktown, furent défaites par les insurgés, commandés par un ancien esclave, le général Jean-Jacques Dessalines. Rochambeau dut se résoudre à se rembarquer piteusement à Cap Français, devenu depuis Cap Haïtien, avant d'être capturé par les Anglais et de passer 9 années en Angleterre comme prisonnier. Notre mémoire collective française semble avoir quelque peu oublié cette défaite humiliante. Austerlitz n'allait pas tarder à effacer le souvenir de Vertières. Mais en Haïti, c'est un nom que chaque Haïtien connaît. Après sa victoire, Dessalines put proclamer unilatéralement l'indépendance de son pays, renommé République d'Haïti, le 1er janvier 1804. Ni Bonaparte, ni ses successeurs n'acceptèrent de reconnaître cette indépendance. La France imposa même un blocus du jeune État, sans doute sous la pression toujours du lobby des planteurs qui réclamait une nouvelle intervention militaire à Saint-Domingue et le rétablissement de l'esclavage. À partir de 1814, le président Pétion engagea des négociations avec la France en vue de la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti. Mais il fallut attendre 1825 pour que la France reconnaisse enfin ce pays sous le règne de Charles X. Cette reconnaissance ne vint qu'au prix de dures conditions. La France exigea le paiement de dommages pour compenser la perte des grandes plantations. 800 plantations de canne à sucre avaient été détruites, ainsi que 3000 plantations de café. Ces dommages furent estimés à 150 millions de francs or. Cette exigence fut appuyée par un déploiement de 12 navires de guerre français au large des côtes haïtiennes, afin de convaincre les autorités haïtiennes à signer. Contraint et forcé, et afin de mettre un terme au blocus, le gouvernement haïtien dut s'engager à payer cette somme exorbitante, ce qu'il fit pendant les 122 années qui suivirent. Pour avoir un ordre d'idée de l'énormité de la somme exigée d'Haïti comme prix de sa liberté, il suffit de penser que l'immense Louisiane, qui s'étendait du golfe du Mexique jusqu'à la frontière canadienne,
fut cédé aux États-Unis pour une somme de 60 millions de francs or seulement, soit plus de 2 fois moins que le prix de l'indépendance d'Haïti. En 1838, cette somme faramineuse de 150 millions fut cependant réduite à 90 millions de francs or. Cette dette, entre guillemets, fut scrupuleusement payée par Haïti et le dernier paiement fut effectué en 1947. Ainsi donc, alors que l'on ne parlait pas encore de la dette du tiers-monde, alors qu'en Afrique, l'époque coloniale n'avait même pas encore débuté, Haïti croulait déjà sous le poids de sa dette, et ce, dès le début du XIXe siècle. Afin de rembourser la France, Haïti dut emprunter aux banques états-uniennes, allemandes et françaises à des taux d'usure. À peine né, l'État haïtien était au bord de la banqueroute. En 1900, 80% du budget national était consacré au remboursement de la dette. Ces sommes auraient pu être utilisées pour le développement du pays et de son économie. Au lieu de cela, elles servirent à enrichir davantage les banques de pays développés. Afin de parvenir à faire face aux échéances, le gouvernement haïtien se livra à une exploitation maximale de son sol, ce qui explique dans une large mesure la presque totale déforestation du pays. La population rurale fut soumise à un quasi-esclavage, légalisé par le Code rural, qui divisa durablement le pays entre une élite métisse et citadine et une majorité noire vivant à la campagne et corvéable à merci. La terre appauvrie et la déforestation firent que les phénomènes naturels y prennent encore des proportions catastrophiques. Les ouragans causent des inondations et des glissements de terrain chaque fois plus meurtriers. En 2003, le gouvernement haïtien demanda à la France la restitution de 22 milliards de dollars correspondant aux 90 millions de francs or et aux intérêts. En 2004, le président Chirac institua une commission de réflexion présidée par Régis Debray, dont le but était d'examiner l'histoire des relations franco-haïtiennes. L'une de ses conclusions était que la demande haïtienne n'était pas pertinente, tant du point de vue légal que du point de vue historique. Cruelle ironie, le ministre des Finances a réclamé, au lendemain du tremblement de terre qui ravagea Haïti, une annulation rapide de la dette haïtienne. Le nom de ce ministre, c'était Madame Lagarde. Madame Lagarde, donc, c'est elle que c'est précisément cette dette injuste, contractée en 1825, qui a causé la situation chaotique dans laquelle se trouve le pays depuis des décennies. Si le remboursement de cette dette n'avait pas été imposé à Haïti, cette nation aurait été davantage en mesure de faire face à la catastrophe constituée par le tremblement de terre. Une loi avait défrayé la chronique, du moins un projet de loi, il y a quelques années, à l'époque de Jacques Chirac. Il avait été envisagé de demander aux enseignants français de souligner les aspects positifs de la colonisation française en Afrique du Nord et ailleurs. Peut-être ces aspects positifs ont-ils existé. L'Algérie, le Vietnam, le Sénégal ont sans doute hérité de certaines infrastructures, de certains acquis culturels et autres. Mais la France n'a rien légué de tel à Haïti. La Saint-Domingue coloniale était une terre d'esclavage, où des centaines de milliers d'Africains, après une épouvantable traversée de l'Atlantique, étaient exploités de manière éhontée pour le plus grand profit de quelques grands planteurs français. Les Haïtiens d'aujourd'hui sont les descendants de ces esclaves. Non contente d'avoir laissé à Haïti un tel souvenir, la France de Charles X a ensuite irrémédiablement compromis l'avenir de ce pays en lui faisant payer un prix exorbitant pour sa liberté. Aucun chef d'État, aucun chef de gouvernement n'a jamais visité le pays, à part M. Sarkozy quelques heures, puis brièvement également le président Hollande. Par contre, dans le même temps, la France servait de terre d'accueil à Jean-Claude Duvalier, alias Bébé Doc, qui était sans doute le seul sans-papier de France circulant en Lamborghini. La France veut-elle vraiment et efficacement aider Haïti? Si oui, il faut qu'elle prenne une décision qui l'honorerait,
celle de rendre à ce pays martyr les 90 millions de francs or qu'elle lui a extorqués. Ce pourrait être sous forme d'infrastructures, hôpitaux, écoles, universités, routes, projets, ports, aéroports, projets de reboisement. De tels projets de développement sont indispensables si l'on veut vraiment éviter d'autres désastres à l'avenir. En accomplissant un tel geste, la France s'acquitterait enfin d'une lourde dette morale. C'est seulement à ce prix qu'elle pourrait renouer des relations solides avec cette nation francophone, et malgré tout francophile, on se demande pourquoi, de 11 millions d'habitants. Haïti pourrait être amené à occuper toute sa place aux côtés de la France au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Rappelons que la prédécesseur de l'actuel secrétaire général de la francophonie était une Canadienne d'origine haïtienne. Ces pays d'Amérique du Nord, effectivement, comptent une forte population d'origine haïtienne qui a prospéré tant aux États-Unis qu'au Canada. L'actuel porte-parole de la Maison-Blanche, par exemple, est une femme noire d'origine haïtienne et qui parle bien sûr très bien français. Et enfin, pour terminer, je rappelle qu'Haïti est un pays majoritairement catholique. Pour terminer, chers amis auditeurs et auditrices, je voudrais vous faire écouter la version française de la Dessalienne, qui est l'hymne national d'Haïti, dont il existe aussi, bien sûr, une version créole. Mais j'ai choisi de vous faire écouter le texte français, d'une part parce que je le trouve intéressant, et d'autre part pour vous montrer quand même cette affinité culturelle qui subsiste entre la France et cette ancienne colonie indépendante depuis 1804 et à laquelle je pense beaucoup ces jours-ci. Voici donc la Dessalienne et je vous dis à la semaine prochaine.